veut explorer les liens millénaires entre les peuples autochtones du Québec, leurs déplacements à pied et en canot, et la randonnée pédestre moderne qui emprunte parfois leurs passages ancestraux. Parce que oui, les chemins que nous empruntons aujourd'hui pour nos randonnées récréatives sont bien plus que de simples sentiers. Ils sont les vestiges vivants d'un réseau complexe de routes de transport, de commerce et de communication utilisés par les peuples autochtones pendant des millénaires. Ces sentiers et ces voies navigables étaient les artères vitales de leur communauté, connectant les villages, les terres de chasse et les sites sacrés. Je me trouve sur le sentier Scotch Cap, c'est à Piopolis, dans la MRC du Granit. On est à l'est complètement de l'Estrie, donc tout près de la ligne états-unienne, près du Maine. D'ailleurs, c'est de ces régions aux États-Unis dont proviennent les premières nations à venir ici, dont celle des Wabanaki, qui peuplent le territoire, surtout en période estivale pour la chasse. Mais viennent ensuite les Européens qui viennent coloniser à leur tour le territoire, dont les Écossais. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de noms ici qui évoquent l'Écosse, dont la ville de Scottstown. Et aujourd'hui, c'est un sentier de 1,3 km, aller-retour pour un 2,6, très familial, très accessible, qui nous permet justement d'avoir accès à différents points de vue sur la région. C'est un sentier classé facile, qui se marche très, très bien. Le sentier ici se trouve dans la municipalité de Piopolis, donc c'est un nom qui peut résonner drôlement. En réalité, ça vient de deux trucs. D'abord, la racine grecque « polis », qui veut dire « ville », et « pi » qui provient du nom de Pie IX, qui est un pape qui, après une guerre en Europe, avait offert à certains zouaves de sa milice une portion du territoire ici pour venir coloniser et s'installer. Vous voyez que pour un seul endroit, il y a plusieurs histoires. En parcourant ces sentiers, nous marchons littéralement sur les traces de ceux qui ont façonné ces paysages bien avant nous. Chaque pas que nous faisons est un hommage à leur savoir-faire, à leur compréhension profonde de la nature et à leur respect pour la terre. Les peuples autochtones ont utilisé ces chemins pour se déplacer avec une incroyable connaissance des écosystèmes locaux, une connaissance transmise de génération en génération. Pour en savoir plus encore, je pars à la rencontre d'un archéologue québécois de renom, Claude Chapdelaine. Les coraux sont importants parce que c'est l'hydratation aussi. On a besoin d'eau pour la nourriture et s'alimenter. Les coraux sont importants. Quand l'archéologue décide de fouiller un site, qu'il le parcourt, s'il est en milieu forestier, la forêt actuelle va lui donner des indices. Par exemple, si on est dans la toundra ou si on est dans une forêt d'épinettes ou dans le cas comme ici, une sapinière à bouleau jaune, tout ça est lié à un climat parce que la végétation pousse en fonction du climat et les espèces animales s'adaptent à la fois au climat et au milieu forestier. Donc, la lecture d'une forêt est fondamentale pour tout archéologue, à savoir quand il marche, est-ce que c'est la forêt qui était là en place lors de l'occupation préhistorique ou s'il doit reconstruire une forêt étant donné que le site est beaucoup plus vieux que la forêt actuelle qui n'existait pas à ce moment-là. Quand je marche en forêt, je me pose toujours la question comment les populations humaines se sont adaptées à cette forêt, au climat duquel la forêt dépend, et aussi les espèces animales qu'ils devaient chasser pour survivre. Tu sais, Alexis, quand j'étais jeune, j'avais plusieurs rêves, mais un des rêves, c'était de pouvoir fouiller un site qui pouvait nous révéler plein de secrets enfouis dans le sol. Et au début de ma carrière, j'ai été très choyé parce que j'ai fouillé dans la région de Montréal et puis les sites étaient très, très riches. Un peu plus tard dans ma carrière,
Mon rêve était de trouver un site du Paléo-Indien ancien qui n'existait pas au Québec. Donc, je voulais combler ce vide qui m'achalait, étant donné que le Québec, là je parle au début des années 2000, était la seule province qui n'avait pas de site aussi vieux. Et ce retard est dû en grande partie par la position du site qui n'a jamais été élaboré, alors qu'ailleurs au Canada, en particulier en Ontario, la majorité des sites du Paléo-Indien ancien sont trouvés par l'agriculture après le labourage des terrasses. Et l'autre facteur qu'on utilisait pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de pointe à cannelure, c'était le climat. Donc on pensait que le sud du Québec n'était pas encore propice à l'occupation humaine, alors que maintenant, avec l'avancée en géographie, on sait que c'est ici qu'a perduré la toundra et qu'avec la toundra, c'est la venue des caribous et les chasseurs de caribous sont des Paléo-Indiens anciens. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé du Paléo-Indien ici. C'est des chasseurs qui sont venus chasser le caribou dans la toundra du Méganticois. La sélection du site Clich-Rancourt s'est fait d'elle-même, c'est-à-dire qu'en 2002, je débute des recherches et je veux visiter et vérifier le potentiel de tous les sites connus. Et le site Clich-Rancourt était déjà connu. Et dès que j'ai mis le pied sur la belle terrasse, j'ai senti que le potentiel était énorme. Potentiel qui était assuré par l'altitude du site. Le site est 10 mètres au-dessus du premier plan d'eau. Et ça pouvait alors être un site occupé à une époque très, très lointaine. Donc, on trouve quelques artefacts, suffisamment pour se dire que ça vaut la peine d'y retourner l'année suivante. Mais à l'automne, avant de finir mon rapport, j'ai contacté les propriétaires, M. Jean Clich et Mme Catherine Rancourt, pour leur demander la permission de nommer ce site-là, que je trouvais avec un fort potentiel, en leur nom, pour honorer leur mémoire de propriétaire, et ils ont accepté. En 2000, j'ai été invité à faire le sommaire de l'avancée de l'archéologie au Québec à l'échelle canadienne, dans le cadre d'un colloque à Ottawa. Et ma conclusion était qu'avec un certain pessimisme, on n'avait pas encore trouvé de site du Paléo-Indien ancien, avec ces fameuses pointes à cannelure, et que ma prédiction, c'est qu'il fallait peut-être attendre un autre siècle avant qu'on découvre ce site-là. Et 3 ans plus tard, en août 2003, on trouvait les 2 premières pointes à cannelure, donc je faisais un fou de moi, mais un fou heureux. Ici, c'est la cannelure. Ça, c'est la base concave. Ça, c'est les petits ailerons. Alors, tout ça, ça donne une identification très précise. Ça daterait entre 12 400 et 12 000 avant aujourd'hui. Alors, ça se passe en août 2003. Alors, une étudiante me fait signe qu'elle a trouvé ce qu'elle pense être une extrémité de pointe. Alors, je m'approche et là, je prends le fragment dans mes mains et je la regarde sur les 2 côtés. Et sur un des 2 côtés, je vois les traces d'un enlèvement d'éclat de cannelure. Et là, je suis comme tétanisé, là, je suis figé. Donc, pendant 3-4 jours, je garde le silence, j'en parle pas aux étudiants. Et le vendredi matin, 8 août, une autre étudiante m'appelle, Claude, je pense que ça vaut la peine que tu viennes voir. Et puis, donc, je m'approche, je me penche, et là, je vois tout de suite que c'est un fragment de base de pointe, et je vois un éclat de cannelure, la trace d'un éclat de cannelure. Et là, je fais encore l'enregistrement, et je retourne l'objet, et il y a une deuxième cannelure sur l'autre côté. Donc, quand il y a 2 cannelures, c'est 100% sûr que c'est une pointe du Paléo-Indien ancien et qu'elle date de plus de 12 000 ans. Alors, Alexis, tu dois comprendre que lorsque j'ai pu confirmer la présence de cannelures sur les 2 faces de cette base de pointe, j'étais euphorique. Et comme je le disais à mes étudiants pendant toutes les années qui ont suivi, je me pince encore pour réaliser que j'avais gagné à la loterie. La loterie de l'archéologie, la loterie du Paléo-Indien ancien. Enfin, le Québec faisait partie de ce qu'eux appellent le Clovis Club, donc le club des États ou des provinces où on a des pointes à cannelure.
Les occupants du site Clich-Rancourt sont des chasseurs nomades qui viennent du sud et que ces déplacements couvraient des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, ils étaient de grands marcheurs. Les occupants du site Clich-Rancourt, qui sont associés à une période qu'on appelle le Paléo-Indien ancien, sont des chasseurs nomades qui parcourent de grands espaces. Et ils sont arrivés ici avec des pierres qu'ils ont taillées, qui sont originaires et du Maine, du Vermont et du New Hampshire. Donc, ce sont des chasseurs qui viennent du sud, qui ont traversé les montagnes frontalières et qui se sont installés sur Clich-Rancourt pour chasser, exploiter le milieu. En tenant compte des données accumulées sur le site Clich-Rancourt, on sait qu'ils devaient se rendre dans le centre-nord du Maine, dans le sud du Vermont et aussi au New Hampshire, et que ces déplacements couvraient des centaines et des centaines de kilomètres. Donc, ils n'étaient pas vraiment des randonneurs, mais ils étaient de grands marcheurs qui pouvaient en une année couvrir quasiment 1000 kilomètres. Et il faut surtout retenir que, d'après les archéologues, et ce n'est pas démontré, qu'ils n'avaient pas de canot. Donc, ils marchaient énormément, ils ne se déplaçaient pas en canot, ils pouvaient traverser les rivières à gué, ils pouvaient peut-être se faire des radeaux, mais la forêt ou les arbres ne se conservent pas pendant 12 000 ans. Donc, on n'a aucun indice et je ne pense pas qu'on va en trouver. Ce qui est vraiment plaisant ici du sentier Scotch Cap, c'est que quand on monte, on a plusieurs points de vue. Et ces points de vue-là sont sur l'ensemble des montagnes environnantes tout autour, entre autres sur les montagnes bleues, qui est un ensemble de montagnes vraiment sur la frontière américaine. Donc, d'un côté, c'est le Québec, de l'autre côté, c'est le Maine. Et ces montagnes bleues-là font partie, d'une façon plus importante, là, des White Mountains, donc de tout ce qu'on connaît du New Hampshire, incluant le mont Washington, qui est le plus haut sommet du nord-est américain. Bien, c'est la continuité. Ici, le plus connu, c'est probablement le mont Gosford à 1193 mètres. Ici, du côté de Scotch Cap, c'est 525 mètres, mais on a quand même une superbe vue.
Et de l'autre côté, c'est le mont Mégantic qui, lui, est vraiment le premier de ce qu'on appelle les montées régiennes qui vont nous amener jusqu'au Mont-Royal, puis même un peu plus loin avec Rigaud éventuellement et Oka. Donc, c'est vraiment un ensemble géologique présent tout autour, mais avec plusieurs distinctions. Tout ça ici, cet ensemble-là, Gosford, Scotch Cap, Mégantic, ça fait partie ça, de ce qu'on appelle la route des sommets. Ça comprend 17 sommets dans la région. C'est une route de 193 km qui nous permet d'avoir accès à ces montagnes-là pour faire de la randonnée, mais aussi sur la route elle-même, du vélo ou tout simplement de faire un road trip en voiture. C'est vraiment magnifique. Alexis, pour tes randonneurs et pour toi, si jamais vous marchez dans un sentier et qu'il y a un peu d'érosion, il se pourrait qu'il y ait un artefact, donc un objet du passé, qui affleure en surface, qui peut attirer l'attention parce que ça peut être de couleur rouge ou ça peut être une pierre qui est un peu brillante, lustrée. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de localiser l'objet, de la prendre en photo, donc de documenter la découverte, de peut-être la laisser sur place et de revenir avec du ruban pour localiser l'emplacement pour pouvoir y retourner. Et le plus important, c'est de contacter un archéologue, contacter un musée, une société d'histoire, le ministère de la Culture et des Civilisations pour envoyer la photo de cet objet-là. Et un archéologue, soit du ministère ou de la région, pourrait être intéressé à venir confirmer que c'est un objet préhistorique. Et à partir de ce moment-là, l'objet peut être enregistré, protégé, conservé et la personne qui l'a trouvé peut être associée à cette découverte pour le restant de ses jours. Dans mes exemples, c'est des archéologues qui trouvent dans des sentiers naturels. On peut trouver par érosion. Par exemple, 2 des pointes qui ont plus de 12 000 ans ont été trouvées à 9-10 cm de la surface. Donc, ce ne sont pas enfouées beaucoup. Puis s'il y a un chablis, elles peuvent être catapultées vers la surface. Mais avec le temps, elles vont retourner dans le sol. Il y a des peuples indigènes qui ont laissé leurs traces un peu partout sur le globe. C'est important de leur donner une place, d'avoir une immersion, d'aller à la rencontre de ces peuples-là pour mieux les connaître. Étant de passage dans la région, ça me fait vraiment prendre conscience de la présence des peuples autochtones un peu partout
sur le territoire québécois. Il y a des peuples indigènes qui ont laissé leurs traces un peu partout sur le globe avant l'arrivée des conquérants, que ce soit espagnol ou français ou même anglais. Alors, c'est important de leur donner une place. Mais ça, c'est vrai quand on voyage, hein, même à l'étranger. J'ai eu la chance, moi, de faire des immersions avec des Métis, avec des Autochtones dans d'autres provinces canadiennes, entre autres. Puis je pense sincèrement qu'on devrait ajouter cette touche-là autochtone dans chacun de nos voyages. Ne serait-ce qu'une journée sur 7, sur 12, sur 14, d'avoir une immersion, d'aller à la rencontre de ces peuples-là pour mieux les connaître, puis peut-être tisser des liens avec ces peuples-là, justement. Et c'est la même chose ici. Quand vous êtes dans la région, profitez-en pour aller visiter le site Clich-Ranco pour mieux comprendre l'histoire de leur présence ici. Quand j'étais jeune, il y a Steven Spielberg qui a réalisé le premier Indiana Jones. Et ça, quand c'est arrivé sur le marché, ça m'a donné le goût encore plus d'explorer, de devenir, entre guillemets, aventurier et de devenir archéologue. J'avais déjà ce goût-là, mais ça l'a beaucoup amplifié jusqu'à même me voir descendre dans la cave de la maison familiale, une cave de terre où je passais mes journées à creuser avec des cuillères à soupe et un masque anti-poussière. J'ai exploré des champs, d'ailleurs, où j'ai découvert des os pour m'apercevoir que ce n'était pas des os humains, évidemment, mais plutôt des os de vaches qui pâturaient dans les champs. Mais bref, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre quand on regarde de plus près. Il est maintenant crucial de reconnaître et de respecter les contributions des premiers peuples. Les randonnées modernes ne doivent pas seulement être des activités de loisirs, mais aussi des occasions d'apprendre, de comprendre et d'honorer l'héritage autochtone. Les collaborations entre les communautés autochtones et les organisations de conservation jouent un rôle essentiel pour préserver ces sentiers ancestraux et pour partager leur importance culturelle et historique avec les randonneurs du 21e siècle. En nous engageant dans ces voyages à travers la nature, nous avons l'opportunité unique de nous reconnecter avec le passé, d'apprécier la sagesse des premiers peuples et de nous inspirer de leur relation harmonieuse avec la Terre. Nous devons veiller à préserver ces sentiers pour les générations futures afin que les histoires et les traditions autochtones continuent de vivre et de prospérer. Embrassons cette richesse culturelle et historique et marchons avec respect et gratitude.